Merci Thierry. Je remercie la Fondation Napoléon pour l'organisation de ce colloque. Éric Anceau, la raison pour laquelle je suis présent sur cette estrade, qui m'a confié cette responsabilité de présenter la question du travail des enfants sous le Second Empire. Et donc, en effet, je dirais que même si l'histoire des enfants et celle plus précisément de leur travail est une réalité connue, il existe encore des perspectives de recherche, et notamment à la bibliothèque de Versailles. Je n'ai pas eu besoin d'aller très loin pour aller chercher de la matière, puisque nous avons un fonds exceptionnel qui est le fonds de la Société de protection pour les apprentis et les enfants des manufactures, qui deviendra aussi la Société de protection de l'enfance au travail. Nous avons la quasi-totalité des archives de cette société, donc sur lesquelles, bien sûr, je me suis appuyé pour la présente communication. Donc, le 19e siècle est déjà bien entamé, mais la cause est entendue. Le travail des enfants, et plus encore les conditions de ce travail, sont le scandale du siècle. Un précurseur, Louis-René Villermé, donne sous la monarchie de Juillet le panorama le plus complet, le plus inquiétant de la situation dramatique vécue par des milliers d'enfants et d'adolescents en France, en Grande-Bretagne et ailleurs en Europe. Villermé agit comme un médecin, détecte et pronostique les maladies dont vont souffrir des générations entières, mais aussi comme sociologue, alertant sur les conséquences que de telles conditions peuvent créer, mettant en cause jusqu'à l'équilibre de la nation. Il sera entendu avec la promulgation des lois de 1841, reprises en 1851 et étendues en 1874. C'est un long processus, cependant, mais qui fait peu à peu son chemin dans les esprits éclairés, puis qui infuse dans toutes les couches de la population. Et tout de suite, je vais être très clair, je n'opposerai pas la mauvaise conscience ou l'inconscience du patronat à la détresse des plus faibles des exploités, car ce serait de la caricature, et nous ne sommes pas là pour ça. Il est possible de dire que la société dans son ensemble s'empare du sujet et tente, dès la parution des premiers rapports de Villermé, de trouver les remèdes qui puissent donner à l'industrialisation une part plus respectueuse aux droits de l'homme. Et parmi les hommes qui s'emparent de ce sujet, il y a Charles Baresville, 1817-1870, qui est nettement moins connu que Louis-René Villermé, mais dont l'action est tout aussi importante. Il est à l'origine d'un mouvement de fond qui va porter la question du travail des enfants, mais aussi celle de l'apprentissage, sur le devant de la scène et tenter de sensibiliser l'ensemble de la société à cette problématique au-delà des clivages partisans. Alors je vais quand même vous dire quelques mots sur Charles Baresville, parce que je ne pense pas que vous êtes nombreux à le connaître. Ami et condisciple de Claude Bernard, disciple revendiqué du baron Thénard, ce qui est assez amusant et ironique, puisqu'on sait que Thénard a donné le nom de Thénardier dans Les Misérables de Victor Hugo, et qui n'était pas très connu pour être très empathique vis-à-vis notamment du travail des enfants, d'où le surnom que Victor Hugo lui avait trouvé. Mais Baresville a travaillé avec ce dernier sur les substances alimentaires et est à l'origine de plusieurs découvertes importantes. L'acide oxygéné du chrome, composé nouveau de sulfate de cuivre et du sucre, la saccharimétrie, et j'en passe. Comme on le comprend, les travaux de Baresville ont un lien direct avec la chimie industrielle et les balbutiements de l'agroalimentaire. Et il a été confronté très rapidement à la réalité des usines et des ateliers qui utilisent les composants dont il est souvent à l'origine de la découverte et qui sont développés par des chercheurs comme lui. C'est important parce que vous allez comprendre que les actions des chimistes au sein notamment du processus décisionnel sous le Second Empire est très important. Toujours est-il qu'après 1848 et la Révolution qui a permis l'avènement de la Seconde République, il en vient à se porter volontaire au poste bénévole d'inspecteur du travail, et d'inspecteur du travail spécialisé dans la jeunesse. Et il est profondément atteint parce que ces inspections lui font découvrir. Il en vient, après 10 années d'exercice, à la conclusion suivante. La loi de 1841, même amendée, n'est pas suffisante. Il convient de faire évoluer complètement le paradigme en la transformant. Comme l'on ne pourra pas éviter à des familles entières de continuer à mettre leurs enfants au travail, il convient de faire en sorte que ces derniers puissent bénéficier d'une éducation solide, qu'ils soient mis à l'écart des dangers, dont bien sûr celui de l'alcool, et qu'ils puissent suivre un apprentissage qui les oriente vers un métier. Ainsi que le dit l'un des correspondants anonymes de Charles Baresville, il faut que nous nous occupions très sérieusement de cette jeune génération et d'empêcher par tous les moyens possibles qu'elle n'arrive à s'étioler par un travail qui est trop souvent disproportionné à ses faibles forces et qu'elle reçoive ensuite les premiers principes de morale et d'instruction. D'origine très modeste, son père était gardien au château de Versailles, Charles Baresville a
pu vouloir faire de sa propre carrière l'exemple qu'il souhaite promouvoir auprès de ses interlocuteurs, qu'ils appartiennent à la sphère politique, sociale ou industrielle. Nul n'est condamné à subir les conséquences d'un déclassement. En effet, mettre son enfant au travail, quel que soit le milieu duquel on provient, est un déclassement en soi. Et ce déclassement est justifié par des exemples fréquents que Baresville est amené à traiter. Par exemple, le 24 août 1867, il reçoit l'appel au secours d'une femme, Madame Bardou, et son mari est à l'article de la mort, et elle-même est enceinte, et donc elle ne voit pas comment son fils, âgé de seulement 8 ans, pourra permettre de subvenir aux besoins d'un ménage aussi éprouvé. Or, elle est l'épouse d'un entrepreneur en bâtiment. Donc, pour cette famille de la petite bourgeoisie de Ménilmontant, la mort du père signifie l'arrêt de toute vie sociale et une course continue pour assurer les dépenses du quotidien, dont les enfants sont les premières victimes. Un correspondant amiénois de Baresville parle même non plus de déclassement, mais de liquidation dans le cas d'une famille frappée par le malheur, par un malheur similaire. Sur ses propres sentiments, Baresville n'est guère bavard. On le devine républicain. Son gendre, Émile Delraux, qui est un de mes lointains prédécesseurs, directeur de la bibliothèque de Versailles, est très proche de Marie Dagou, alias Daniel Stern. Et rallié par raison à l'Empire, on comprend que Baresville préfère l'action au long discours, mais une action au long cours qui nécessite de mouvoir de puissants leviers. Sa notoriété de scientifique lui donne la force pour pousser les portes du Conseil d'État, des ministères et jusqu'au plus haut sommet des Tuileries. Donc c'est ma deuxième partie qui commence, la constitution d'une internationale contre le travail des enfants. Le projet de constitution d'une société protectrice n'émerge qu'au milieu des années 1860. Charles Baresville a tiré parti des 15 premières années de l'Empire pour bâtir son réseau, nouer des contacts au-delà des frontières et surtout amasser une considérable documentation. Il a notamment, bien sûr, eu des contacts très étroits avec la Grande-Bretagne, où la question de l'emploi des enfants est encore plus dramatique qu'en France. Et l'un de ses correspondants britanniques, Angus Smith de Manchester, note « There is, however, no general act regulating the employment of children in all employment ». Et donc, Baresville souhaite arriver à une situation qui ne soit pas justement celle de la Grande-Bretagne, qui ne dispose d'aucune loi cadre, alors qu'en France, on a déjà la loi de 1841. Aussi, il s'intéresse aussi à la situation en Prusse et en Belgique. Et ainsi, on voit, par exemple, qu'il essaye d'alerter les Belges, qui ne sont pas aussi développés au point de vue industriel que les Français, en écrivant à quelqu'un. Alors malheureusement, on a seulement la minute et on n'a pas la lettre et on ne sait pas à qui il s'adresse, mais on comprend qu'il s'agit d'un chimiste parce qu'il l'appelle « mon cher collègue ». Et dans cette lettre, le savant français avoue à la fois son manque de moyens, mais aussi ses craintes de ne pouvoir remédier à un phénomène en expansion européen. Objet de tous ces ressentiments, les patrons qui continuent d'embaucher des enfants libres d'engagement. Et là, il écrit « Comme si la misère n'était pas une chaîne ». Il cite un gredin, dit-il, dont il a fait la connaissance lors d'une inspection et qui lui a dit, sans s'émouvoir, « J'ai autant d'enfants que je veux, si ceux-là ne sont pas contents, à d'autres. Je ne les retiens pas. » Ajoutant même « Il faut du pain à la famille ou du vin au père. » Alors, Baresville, de son côté, attention, n'est pas manichéen. Il ne fait pas la part des choses avec d'un côté les mauvais patrons et de l'autre les braves ouvriers. Concernant les ouvriers, il est aussi très critique. Par exemple, il pointe les ouvriers dont les enfants sont les fils ne sont pas meilleurs que les patrons. Les ouvriers sont sans cœur, les patrons sans conscience. Comme ça, on voit, tout le monde est habillé. Il regrette que le droit de grève, récemment octroyé par Napoléon III, soit très mal utilisé. Si les ouvriers sont prompts à en user, ils ne le feront jamais pour défendre les droits de leurs enfants au travail, pour qui ce droit n'existe pas. Le modeste réseau que Baresville met en place permet cependant, grâce aux qualités de ses membres, d'effectuer une veille documentaire solide. Il faut citer le conseiller d'État Migneret, qui fournit très régulièrement les textes de loi et la documentation juridique relative aux lois du travail, des étudiants ou ex-étudiants faisant leur premier pas dans la vie active, comme cet avocat spécialiste de l'Angleterre recommandé par Guillaume Guizot, des directeurs d'école, des professeurs, des ingénieurs, des membres des communautés religieuses, des 3 cultes rémunérés par l'État, catholiques, protestants, juifs, et enfin des correspondants étrangers. L'essentiel de ce réseau se constitue par les sections d'académies et de sociétés savantes, les chambres syndicales, les institutions religieuses et éducatives, et enfin, en dernier lieu, les chambres des représentants. C'est ainsi que Baresville réussit à recruter le plus influent de ses membres, dont nous avons déjà beaucoup parlé, l'inamovible sénateur Jean-Baptiste Dumas. Là encore, ce nom ne doit rien au hasard. Dumas est le gendre de Brognard, le chimiste,
chimiste lui-même, ancien répétiteur de l'école polytechnique. Et Barresville a maintes fois usé de son cercle de savants pour faire avancer sa cause. C'est ainsi que le 5 janvier 1867, les objectifs de la Société de protection, dont la demande d'agrément a été déposée le 1er octobre 1966 et autorisée par le ministre de l'Intérieur le 6 décembre, sont formalisés. La société est placée sous le patronage de l'impératrice Eugénie, elle-même représentée par le duc de Mouchy, nommé secrétaire général. La présidence d'honneur revient au ministre de l'Agriculture, tandis que la présidence effective est donnée au sénateur Dumas, assisté du conseiller Mignoret et de quelques autres personnes dont James Nathael de Rothschild. De suite, la société vise haut et espère recueillir les souscriptions de l'empereur et du prince impérial avant de proposer à d'autres souverains étrangers d'y adhérer. Le programme est simple, améliorer progressivement et sans relâche la situation des enfants. Le moment choisi pour la constitution de la société n'est pas anodin. Barresville avait remarqué quelques années plus tôt que l'exposition d'Amsterdam avait permis de présenter des projets en lien avec le progrès social. Or, Paris doit accueillir en 1867 une nouvelle exposition universelle et l'événement mobilise des forces importantes. Barresville peut sortir à cet effet une ultime carte de sa manche, son amitié avec Michel Chevalier, le conseiller économique du régime, qui l'a rallié sans difficulté à son étendard. Michel Chevalier fait intégrer le chimiste à la commission chargée de l'organisation de l'exposition et la distribution des prix et des médailles, comme l'a rappelé très bien Édouard Vasseur, aiguise les appétits. Aussi, Barresville ne va pas avoir beaucoup de scrupules à recruter pour sa société des personnes qui attendent d'être distinguées. Et les exemples sont très nombreux. J'adhère à votre société de protection de l'enfance, mais en revanche, j'aimerais bien une médaille. Et ça fonctionne. Ça fonctionne plutôt bien. Et point d'orgue de la création de la société, la séance du 27 octobre 1867 formalise les objectifs en présence de l'impératrice Eugénie. Et là aussi, beaucoup de gens viennent parce qu'il y a l'impératrice qui est présente. Là aussi, la date n'est pas choisie au hasard. Elle correspond au rendu des conclusions de la commission ouvrière de l'exposition qui doit appeler à une uniformisation du droit du travail et à la suppression du livret ouvrier. Associer la question du travail des enfants à cette question est des plus judicieuses. Comparée au tissu industriel existant, évidemment, c'est une goutte d'eau, mais celle-ci est destinée à agréger d'autres gouttes autour d'elle et fédérer des projets bien précis, notamment grâce au travail que l'on retrouve au Sénat, toujours auprès de Dumas, mais aussi d'industriels éclairés, à commencer par Engel et Dollfuss, les patrons mulhousiens, et les responsables de pensions d'apprentis, mais aussi les sœurs de la Charité, avec qui Barresville travaille beaucoup. Mais néanmoins, cette situation uniforme du travail des enfants en France connaît un certain nombre de contrastes régionaux. L'intérêt des archives que je cite réside d'abord dans son immense travail de correspondance, des centaines de lettres écrites par des personnes venues de tout horizon, sensibles ou non à la question du travail des enfants. Les noms qui défilent dans cette correspondance donnent un panorama presque complet des forces vives du pays. Jules Simon et Henri Liouville pour le Parti républicain, Guillaume Guizot pour les orléanistes, les ministres Béhic et Forcade pour le régime, Émile Pereire fils, Michel Chevalier, Frédéric Leplay, Jean-Baptiste Guimet, tous à un moment donné vont être amenés à participer aux travaux de la société, même de loin. On retrouve des artistes comme Eugène Froment, et bien sûr, les arts industriels en plein développement, avec Émile Froment-Meurice, qui permet l'entrée à la société d'entreprises comme Barbédienne pour les bronzes, Salandros pour les tapisseries, Delicourt pour les papiers peints, Groé les bénisteries, Poussielgue l'orfèvrerie d'église, Gonel le cachemire, etc., etc. Sur le terrain, le travail de la remontée de l'information fonctionne plutôt bien avec des résultats qui permettent de recouper assez proprement le paysage industriel et rural de la France. L'archevêque cardinal de Bordeaux, par exemple, écrit que son département est épargné par le travail des enfants, étant donné sa situation rurale, ce qui n'empêche pas un des membres, Georges Barral, d'annoncer un article sur la situation des enfants dans les fermes et industries agricoles. À Bayeux, on mentionne que les écoles sont bien tenues et qu'il y a assez peu d'enfants employés. La situation, en revanche, est nettement plus dramatique dans les grands bassins de l'Est, du Nord et de l'Île-de-France. Certains patrons sont réceptifs, mais refusent de devancer le travail législatif sur la question. Ainsi, le correspondant du département du Nord cite un avis qu'il a reçu d'un industriel. « Je ne puis afficher sur la porte de ma fabrique que je n'emploie pas d'enfants en dessous de 12 ans. Quand la loi sera sortie, je me rangerai avec plaisir de son côté. Je dois vous faire observer que cette loi n'atteindra son but qu'à condition qu'il y ait égalité, c'est-à-dire qu'un patron qui n'occupe qu'un enfant soit tenu de l'envoyer à l'école comme celui qui en a 20. »
La question de l'égalité, mais aussi celle de la laïcité, fait l'objet de fréquents débats à l'intérieur de la société. Un correspondant anonyme s'exprime ainsi sans ménagement. Je trouverais beaucoup d'inconvénients à faire presser les patrons par les ouvriers. Notre but est inverse. Il faut que le bien vienne d'en haut par esprit de charité et de justice et non d'en bas par la plainte et la récrimination. Et un autre correspondant, celui-ci connu, Cerceuil, franc-maçon, s'oppose à ce que l'on accorde une place à l'Église et aux institutions religieuses. La partie du projet continue une erreur qui existe depuis trop longtemps. C'est celle de croire trop généralement que l'instruction, l'éducation du peuple doivent être dirigées par des personnes appartenant aux communautés religieuses. Cette direction était celle qui était imposée depuis des temps bien reculés et qui a produit les révolutions. Tous ces temps ont été la violence, qui cependant est devenue moins pesante au fur et à mesure que cette direction affaiblit. C'est à l'enseignement philosophique que l'on doit, je crois, la diminution de la violence. Et il conclut, il faut que l'éducation soit plus française, plus nationale, plus philosophique. Il faut enfin qu'elle fasse des citoyens français et non des sujets romains. Un fabricant de papier peint, Turquet-il, n'en pense pas moins en citant cette fois l'avis des ouvriers, ce qui est plus rare. Il ne faut pas parler du révérend père, pas plus que des curés. Quelques sœurs ont la sympathie des ouvriers, surtout celles qui apprennent à lire, et notamment celle de l'ordre de Sainte-Marthe. Croyez une chose, c'est que nous avons affaire à des hommes sérieux, là il parle des ouvriers, qui raisonnent juste un peu par théorie et beaucoup par pratique. Et pour vous dire la chose en un mot, vous ne trouverez pas un croyant sur 50. Là, c'est très intéressant parce qu'on a vraiment affaire au mouvement de déchristianisation en France qui bat son plein. Nous voulons former un bureau de placement et moraliser. Chez les ouvriers, le fond est bon. Ils sont aussi bien zélés et remplissent bien leur mission quand on leur en confie et ils ne causent pas beaucoup. Ils pensent beaucoup. Croyez bien qu'ils ont raison de s'abstenir. Certains souvenirs les obligent à dissimuler. Les souvenirs, c'est 1852. Barresville n'entend pas pour autant renoncer aux relations qu'il entretient avec l'Église et notamment avec les Sœurs de la Charité. Voilà qui inspire, notamment au contact des Sœurs de la Charité, son projet de caisse de secours pour les écoles. Et lui-même n'est pas dupe des intentions qui animent parfois certains patrons qui s'intéressent à son projet. Les manufacturiers de papier peint le lui disent sans se cacher. Le but est de trouver des jeunes bras pour l'industrie du papier peint. L'imminence d'une série de grèves dans le papier peint, écrit un patron, donne à réfléchir aux fabricants qui voient que le nouveau système de liberté des ouvriers n'est possible que s'ils savent créer des apprentis afin que l'offre des bras soit toujours supérieure à la demande qu'ils en peuvent faire. L'approche de 1867 et de l'exposition universelle aggrave la situation. Les fabricants la comprennent, ils aideront à l'œuvre des Sœurs de la Charité. Et puis il y a les révoltés, comme le directeur de l'école Turgot, qui lui s'exclame « On ne doute pas parmi les bourgeois du beau monde de ce qui se passe dans le troisième dessous de la société. Mais comment peuvent-ils faire que les femmes des industriels du papier peint, par exemple, les femmes qui pleurent en écoutant les romances de Loïsa Puget, qui vont au bal et même qui vont à l'église, se laissent aller au désœuvrement et à la mollesse quand elles ont sous la main tant de bien à faire ?» Et parfois, eh bien, la société va créer c'est presque ma conclusion, des convictions, même je dirais des conversions. On a une lettre, par exemple, d'un brave professeur d'orgue en Alsace qui s'appelle Zingerle. Il vient de Sarralbe et il écrit à Barresville en 1867 de façon très naïve, de son propre chef, après avoir lu le bulletin de la Société de protection de l'enfance, eh bien, il a décidé d'aller visiter la manufacture du coin pour aller voir ce qui en était, si cette manufacture employait des enfants. Et là, la visite... Alors, il faut l'imaginer avec l'accent alsacien. En plus, je ne sais pas si je peux me permettre de le faire. Je me suis plaint à ce manufacturier, avant d'entrer dans son salon, d'avoir été assailli d'une manière furieuse par un de ces gros chiens de Terre-Neuve. On aurait dit qu'il avait senti que je suis loin d'être bon prussien, mais un zélé et brave alsacien. Je suis natif de la ville de Molsheim, près de Strasbourg. Mon nom se prononce Zengerle. Bon, c'est très gentil de sa part. Alors le problème, c'est qu'il n'y avait pas d'enfants de cette manufacture, mais en revanche, il a remarqué que les garçons et les filles n'étaient pas séparés et qu'ils badinaient ensemble. Alors ça, c'est très compliqué. J'ai dit à M. Thiel qu'on ne devait pas outrepasser les heures de travail, mais qu'après les raisons qu'il m'a données, la loi ne le gênait pas. Voilà, donc eh bien, le fonds Barresville est plein de ces petits témoignages, de véritables pépites prises sur le vif, sur les conditions de travail des enfants. Ça, c'est ce que je vous ai cité, est amusant, nettement moins amusant, les petits qui sont mutilés du travail à 8 ans, parce qu'on leur envoie aller enlever des fils dans une machine ou
broyé, les jambes broyées par un chariot. Enfin, c'est les choses qui ont véritablement bouleversé la société de l'époque, qui montrent aussi que finalement le travail s'effectue réellement sur le terrain, beaucoup plus que sur la littérature, notamment parce que c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de Victor Hugo, des Misérables, et bientôt d'Émile Zola qui va reprendre cela, mais que le travail qui va donner lieu à la publication de romans, et notamment naturalistes, en réalité, il est déjà largement entamé à cette époque-là, notamment grâce à des personnes. Et puis surtout, vous aurez remarqué, et c'est ma conclusion, l'importance du réseau des chimistes dans cette affaire. Jean-Baptiste Dumas, Charles Baresville, Brognard, Guimet et tant d'autres, à tel point qu'on pourrait presque se poser la question, là c'est une question ouverte, mais peut-on parler d'un empire des chimistes étant donné qu'ils sont tellement importants dans la réalisation de la France industrielle et évidemment de la continuation, de la prolongation de l'épopée économique d'un point de vue social. Voilà, je vous remercie de votre attention.